Chapitre 37 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 37. Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lidenbrock. La stupéfaction, l'incrédulité et enfin la colère. Jamais je ne vis homme si décontenancé d'abord, si irrité ensuite. Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer. Nous avions reculé au lieu de marcher en avant. Mais mon oncle reprit rapidement le dessus. Ah, la fatalité me joue de pareils tours, s'écria-t-il. Les éléments conspirent contre moi? L'air, le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage? Eh bien, l'on saura ce que peut ma volonté. Je ne céderai pas, je ne reculerai pas d'une ligne, et nous verrons qui l'emportera, de l'homme ou de la nature. Debout sur le rocher, irrité, menaçant, Otto Lidenbrock, pareil au farouche Ajax, semblait défier les dieux. Mais je jugeai à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée. Écoutez-moi, lui dis-je d'un ton ferme, il y a une limite à toute ambition ici-bas. Il ne faut pas lutter contre l'impossible. Nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer. 500 lieues ne se font pas sur un mauvais assemblage de poutres, avec une couverture pour voile, un bâton en guise de mât, et contre les vents déchaînés. Nous ne pouvons gouverner, nous sommes le jouet des tempêtes, et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cette impossible traversée. De ces raisons toutes irréfutables, je pus dérouler la série pendant 10 minutes sans être interrompu, mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur, qui n'entendit pas un mot de mon argumentation. Au radeau! S'écria-t-il. Telle fut sa réponse. J'eus beau faire, supplier, m'emporter, je me heurtai à une volonté plus dure que le granit. Hans achevait en ce moment de réparer le radeau. On eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle. Avec quelques morceaux de surtarbrandur, il avait consolidé l'embarcation. Une voile s'y élevait déjà, et le vent jouait dans ses plis flottants. Le professeur dit quelques mots au guide, et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ. L'atmosphère était assez pure, et le vent du nord-ouest tenait bon. Que pouvais-je faire? Résister, seul contre deux? Impossible. Si encore Hans se fût joint à moi. Mais non, il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle et fait vœu d'abnégation. Je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi inféodé à son maître. Il fallait marcher en avant. J'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée, quand mon oncle m'arrêta de la main. « Nous ne partirons que demain, dit-il. Je fis le geste d'un homme résigné à tout. Je ne dois rien négliger, reprit-il, et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte, je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnue. Cette remarque sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord, mais non pas à l'endroit même de notre premier départ. Port Graüben devait être situé plus à l'ouest. Rien de plus raisonnable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage. « Allons à la découverte, dis-je. Et, laissant Hans à ses occupations, nous voilà partis. L'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était fort large. On pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi de rocher. Nos pieds écrasaient d'innombrables coquillages de toutes formes et de toutes grandeurs, où vécurent les animaux des premières époques. J'apercevais aussi d'énormes carapaces, dont le diamètre dépassait souvent 15 pieds. Elles avaient appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période pliocène, dont la tortue moderne n'est plus qu'une petite réduction. En outre, le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux, sortes de galets arrondis par la lame,
et rangées en lignes successives. Je fus donc conduit à faire cette remarque, que la mer devait autrefois occuper cet espace. Sur les rocs épars, et maintenant hors de ses atteintes, les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage. Ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan, à 40 lieues au-dessous de la surface du globe. Mais, suivant moi, cette masse d'eau devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la terre, et elle provenait évidemment des eaux de l'océan, qui se firent jour à travers quelques fissures. Cependant, il fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée, car toute cette caverne, ou mieux, cet immense réservoir, se fut remplie dans un temps assez court. Peut-être même cette eau, ayant eu à lutter contre des feux souterrains, s'était vaporisée en partie. De là l'explication des nuages suspendus sur notre tête, et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre. Cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante, car, pour grandes que soient les merveilles de la nature, elles sont toujours explicables par des raisons physiques. Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire formé par les eaux, comme tous les terrains de cette période, si largement distribués à la surface du globe. Le professeur examinait attentivement chaque interstice de roche. Qu'une ouverture quelconque existât, et il devenait important pour lui d'en faire sonder la profondeur. Pendant 1 mille nous avions côtoyé les rivages de la mer Lidenbrock, quand le sol changea subitement d'aspect. Il paraissait bouleversé, convulsionné par un exhaussement violent des couches inférieures. En maint endroit, des enfoncements ou des soulèvements attestaient une dislocation puissante du massif terrestre. Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires, lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements, apparut à nos regards. On eût dit un cimetière immense, où les générations de 20 siècles confondaient leur éternelle poussière. De hautes extumescences de débris s'étageaient au loin. Elles ondulaient jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdaient dans une brume fondante. Là, sur 3000 carrés peut-être, s'accumulait toute la vie de l'histoire animale, à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité. Cependant une impatiente curiosité nous entraînait. Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux antéhistoriques et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris. L'existence de 1000 cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire. J'étais stupéfait. Mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel. Sa bouche ouverte démesurément, ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes, sa tête remuant de haut en bas, de gauche à droite, toute sa posture, enfin, dénotait un étonnement sans bornes. Il se trouvait devant une inappréciable collection de leptotherium, de méricotherium, de mastodontes, de protopithèques, de ptérodactyles, de tous les monstres antédiluviens entassés là pour sa satisfaction personnelle. Qu'on se figure un bibliomane passionné transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie, brûlée par Omar, et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres? Tel était mon oncle, le professeur Lidenbrock. Mais ce fut un bien autre émerveillement quand, courant à travers cette poussière volcanique, il saisit un crâne dénudé et s'écria d'une voix frémissante: « Axel! Axel! Une tête humaine !» « Une tête humaine? Mon oncle !» répondis-je, non moins stupéfait. « Oui, mon neveu. Oh, monsieur Milne Edwards! Ah, monsieur de Quatrefages! Que n'êtes-vous là où je suis, moi, Otto Lidenbrock ?» Fin du chapitre 37. Chapitre 38 de Voyage au centre de la Terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 38.
Pour comprendre cette évocation faite par mon oncle à ces illustres savants français, il faut savoir qu'un fait d'une haute importance en paléontologie s'était produit quelque temps avant notre départ. Le 28 mars 1863, des terrassiers fouillant sous la direction de M. Boucher de Perthes les carrières de Moulin-Quignon, près Abbeville, dans le département de la Somme, en France, trouvèrent une mâchoire humaine à 14 pieds au-dessous de la superficie du sol. C'était le premier fossile de cette espèce ramené à la lumière du grand jour. Près de lui se rencontrèrent des haches de pierre et des silex taillés, colorés et revêtus par le temps d'une patine uniforme. Le bruit de cette découverte fut grand, non seulement en France, mais en Angleterre et en Allemagne. Plusieurs savants de l'Institut français, entre autres messieurs Milne Edwards et de Quatrefages, prirent l'affaire à cœur, démontrèrent l'incontestable authenticité de l'ossement en question, et se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire, suivant l'expression anglaise. Aux géologues du Royaume-Uni, qui tinrent le fait pour certain, messieurs Falconer, Busk, Carpenter, etc., se joignirent des savants de l'Allemagne, et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lidenbrock. L'authenticité d'un fossile humain de l'époque quaternaire semblait donc incontestablement démontrée et admise. Ce système, il est vrai, avait eu un adversaire acharné dans M. Élie de Beaumont. Ce savant de si haute autorité soutenait que le terrain de Moulin-Quignon n'appartenait pas au diluvium, mais à une couche moins ancienne, et, d'accord en cela avec Cuvier, il n'admettait pas que l'espèce humaine eût été contemporaine des animaux de l'époque quaternaire. Mon oncle Lidenbrock, de concert avec la grande majorité des géologues, avait tenu bon, disputé, discuté, et M. Élie de Beaumont était resté à peu près seul de son parti. Nous connaissions tous ces détails de l'affaire, mais nous ignorions que, depuis notre départ, la question avait fait des progrès nouveaux. D'autres mâchoires identiques, quoique appartenant à des individus de types divers et de nations différentes, furent trouvées dans les terres meubles et grises de certaines grottes, en France, en Suisse, en Belgique, ainsi que des armes, des ustensiles, des outils, des ossements d'enfants, d'adolescents, d'hommes, de vieillards. L'existence de l'homme quaternaire s'affirmait donc chaque jour davantage. Et ce n'était pas tout. Des débris nouveaux exhumés du terrain tertiaire pliocène avaient permis à des savants plus audacieux encore d'assigner une haute antiquité à la race humaine. Ces débris, il est vrai, n'étaient point des ossements de l'homme, mais seulement des objets de son industrie, des tibias, des fémurs d'animaux fossiles, striés régulièrement, sculptés pour ainsi dire, et qui portaient la marque d'un travail humain. Ainsi, d'un bond, l'homme remontait l'échelle des temps d'un grand nombre de siècles. Il précédait le mastodonte. Il devenait le contemporain de l'Elephas meridionalis. Il avait 100 000 ans d'existence, puisque c'est la date assignée par les géologues les plus renommés à la formation du terrain pliocène. Tel était alors l'état de la science paléontologique, et ce que nous en connaissions suffisait à expliquer notre attitude devant cet ossuaire de la mer Lidenbrock. On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, surtout quand, 20 pas plus loin, il se trouva en présence, on peut dire face à face, avec un des spécimens de l'homme quaternaire. C'était un corps humain absolument reconnaissable. Un sol d'une nature particulière, comme celui du cimetière Saint-Michel, à Bordeaux, l'avait-il ainsi conservé pendant des siècles? Je ne saurais le dire. Mais ce cadavre, la peau tendue et parcheminée, les membres encore moelleux, à la vue du moins, les dents intactes, la chevelure abondante, les ongles des doigts et des orteils d'une grandeur effrayante, se montrait à nos yeux tel qu'il avait vécu. J'étais muet devant cette apparition d'un autre âge. Mon oncle, si loquace, si impétueusement discoureur d'habitude, se taisait aussi. Nous avions soulevé ce corps, nous l'avions redressé. Il nous regardait avec ses orbites caves.
nous palpions son torse sonore. Après quelques instants de silence, l'oncle fut vaincu par le professeur. Otto Lidenbrock, emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage, le milieu où nous étions, l'immense caverne qui nous contenait. Sans doute il se crut au Johanneum, professant devant ses élèves, car il prit un ton doctoral, et s'adressant à un auditoire imaginaire, « Messieurs, dit-il, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire. De grands savants ont nié son existence, d'autres non moins grands l'ont affirmé. Les saint Thomas de la paléontologie, s'ils étaient là, le toucheraient du doigt et seraient bien forcés de reconnaître leur erreur. Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre les découvertes de ce genre. Je n'ignore pas quelle exploitation des hommes fossiles ont faite les Barnum et autres charlatans de même farine. Je connais l'histoire de la rotule d'Ajax, du prétendu corps d'Oreste retrouvé par les Spartiates, et du corps d'Astérius, long de 10 coudées, dont parle Pausanias. J'ai lu les rapports sur le squelette de Trapani, découvert au XIVe siècle, et dans lequel on voulait reconnaître Polyphème, et l'histoire du géant déterré pendant le XVIe siècle aux environs de Palerme. Vous n'ignorez pas plus que moi, messieurs, l'analyse faite auprès de Lucerne, en 1577, de ces grands ossements que le célèbre médecin Félix Plater déclarait appartenir à un géant de 19 pieds. J'ai dévoré les traités de Cassanion, et tous ces mémoires, brochures, discours et contre-discours publiés à propos du squelette du roi des Cimbres, Teutobochus, l'envahisseur de la Gaule, exhumé d'une sablonnière du Dauphiné en 1613. Au XVIIIe siècle, j'aurais combattu avec Pierre Campet l'existence des préadamites de Scheuchzer. J'ai eu entre les mains l'écrit nommé Gigans. Ici reparut l'infirmité naturelle de mon oncle, qui, en public, ne pouvait pas prononcer les mots difficiles. L'écrit nommé Gigans, reprit-il. Il ne pouvait aller plus loin. Gigantéo. Impossible, le mot malencontreux ne voulait pas sortir. On aurait bien ri au Johanneum. Gigantostéologie, acheva de dire le professeur Lidenbrock entre deux jurons. Puis, continuant de plus belle, et s'animant, « Oui, messieurs, je sais toutes ces choses. Je sais aussi que Cuvier et Blumenbach ont reconnu dans ces ossements de simples os de mammouth et autres animaux de l'époque quaternaire. Mais ici le doute seul serait une injure à la science. Le cadavre est là. Vous pouvez le voir, le toucher. Ce n'est pas un squelette, c'est un corps intact, conservé dans un but uniquement anthropologique. » Je voulus bien ne pas contredire cette assertion. « Si je pouvais le laver dans une solution d'acide sulfurique, dit encore mon oncle, j'en ferais disparaître toutes les parties terreuses et ces coquillages resplendissants qui sont incrustés en lui. Mais le précieux dissolvant me manque. Cependant, tel il est, tel ce corps nous racontera sa propre histoire. » Ici, le professeur prit le cadavre fossile et le manœuvra avec la dextérité d'un montreur de curiosité. « Vous le voyez, reprit-il, il n'a pas 6 pieds de long, et nous sommes loin des prétendus géants. Quant à la race à laquelle il appartient, elle est incontestablement caucasique. C'est la race blanche, c'est la nôtre. Le crâne de ce fossile est régulièrement ovoïde, sans développement des pommettes, sans projection de la mâchoire. Il ne présente aucun caractère de ce prognatisme qui modifie l'angle facial. Note: l'angle facial est formé par 2 plans, l'un plus ou moins vertical, qui est tangent au front et aux incisives, l'autre horizontal, qui passe par l'ouverture des conduits auditifs et l'épine nasale inférieure. On appelle prognatisme, en langue anthropologique, cette projection de la mâchoire qui modifie l'angle facial. Fin de la note. Mesurez cet angle, il est presque de 90 degrés. Mais j'irai plus loin encore dans le chemin des déductions, et j'oserais dire que cet échantillon humain appartient à la famille japétique, répandue depuis les Indes jusqu'aux limites de l'Europe occidentale. Ne souriez pas, messieurs. Personne ne souriait, mais le professeur avait une telle habitude de voir les visages s'épanouir pendant ses savantes dissertations. « Oui, reprit-il avec une animation nouvelle, c'est là un homme fossile et contemporain des mastodontes dont les ossements emplissent cet amphithéâtre.
mais de vous dire par quelle route il est arrivé là, comment ces couches où il était enfoui ont glissé jusque dans cette énorme cavité du globe, c'est ce que je ne me permettrai pas. Sans doute, à l'époque quaternaire, des troubles considérables se manifestaient encore dans l'écorce terrestre. Le refroidissement continu du globe produisait des cassures, des fentes, des failles, ou dévalait vraisemblablement une partie du terrain supérieur. Je ne me prononce pas, mais enfin l'homme est là, entouré des ouvrages de sa main, de ses haches, de ses silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre, et à moins qu'il n'y soit venu comme moi en touriste, en pionnier de la science, je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine. Le professeur se tut, et j'éclatai en applaudissements unanimes. D'ailleurs, mon oncle avait raison, et de plus savants que son neveu eussent été fort empêchés de le combattre. Autre indice, ce corps fossilisé n'était pas le seul de l'immense ossuaire. D'autres corps se rencontraient à chaque pas que nous faisions dans cette poussière, et mon oncle pouvait choisir le plus merveilleux de ces échantillons pour convaincre les incrédules. En vérité, c'était un étonnant spectacle que celui de ces générations d'hommes et d'animaux confondus dans ce cimetière. Mais une question grave se présentait, que nous n'osions résoudre. Ces êtres animés avaient-ils glissé par une convulsion du sol vers les rivages de la mer Lidenbrock, alors qu'ils étaient déjà réduits en poussière? Ou plutôt vécurent-ils ici, dans ce monde souterrain, sous ce ciel factice, naissant et mourant comme les habitants de la terre? Jusqu'ici, les monstres marins, les poissons seuls, nous étaient apparus vivants. Quelque homme de l'abîme errait-il encore sur ces grèves désertes? Fin du chapitre 38. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en janvier 2010. Chapitre 39 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Rime. Voyage au centre de la Terre, par Jules Verne, chapitre 39. Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité. Quelles autres merveilles renfermait cette caverne? Quel trésor pour la science! Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuaire. L'imprudent professeur, s'inquiétant peu de s'égarer, m'entraînait au loin. Nous avancions silencieusement, baignés dans les ondes électriques. Par un phénomène que je ne puis expliquer, et grâce à sa diffusion, complète alors, la lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets. Son foyer n'existait plus en un point déterminé de l'espace, et elle ne produisait aucun effet d'ombre. On aurait pu se croire en plein midi, et en plein été, au milieu des régions équatoriales, sous les rayons verticaux du soleil. Toute vapeur avait disparu. Les rochers, les montagnes lointaines, quelques masses confuses de forêts éloignées, prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux. Nous ressemblions à ce fantastique personnage d'Hoffmann qui a perdu son ombre. Après une marche d'1 mille, apparut la lisière d'une forêt immense, mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinaient Port Gräuben. C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence. De grands palmiers, d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des thuyas, représentaient la famille des conifères et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables. Un tapis de mousse et d'hépatique revêtait moelleusement le sol. Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages, peu dignes de ce nom, puisqu'ils ne produisaient pas d'ombre. Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes, semblables à celles des serres chaudes du globe habité. Seulement, la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes, privés de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et comme passée. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur,
et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître, alors sans couleur et sans parfum, semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère. Mon oncle Lidenbrock s'aventura sous ces gigantesques taillis. Je le suivis, non sans une certaine appréhension. Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontreraient-ils pas? J'apercevais dans ces larges clairières, que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps, des légumineuses, des acérines, des rubiacées, et 1000 arbrisseaux comestibles, chers aux ruminants de toutes les périodes. Puis apparaissaient, confondus et entremêlés, les arbres des contrées si différentes de la surface du globe, le chêne croissant près du palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du Nord confondant ses branches avec les branches du kauris zélandais. C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre. Soudain je m'arrêtai. De la main je retins mon oncle. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis. J'avais cru voir... Non. Réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. En effet, c'étaient des animaux gigantesques, tout un troupeau de mastodontes, non plus fossiles, mais vivants, et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l'Ohio. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J'entendais le bruit de leurs longues défenses dont l'ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient, et les feuilles arrachées par masses considérables s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve, où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques, des époques ternaires et quaternaires, se réalisait donc enfin. Et nous étions là, seuls, dans les entrailles du globe, à la merci de ses farouches habitants. Mon oncle regardait. « Allons, dit-il tout d'un coup en me saisissant le bras, en avant, en avant !»« Non, m'écriai-je, non, nous sommes sans armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants? Venez, mon oncle, venez, nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. »« Nulle créature humaine, répondit mon oncle en baissant la voix. Tu te trompes, Axel. Regarde, regarde là-bas. Il me semble que j'aperçois un être vivant, un être semblable à nous, un homme. Je regardais, haussant les épaules, et décidé à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites. Mais quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un kauris énorme, un être humain, un protée de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes. Immanis pecoris custos, immanior ipse. Oui, immanior ipse. Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'ossuaire, c'était un géant capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait 12 pieds. Sa tête, grosse comme la tête d'un buffle, disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien. Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus. Il fallait fuir. « Venez, venez, m'écriai-je, en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissa faire. Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. Et maintenant que j'y songe tranquillement, maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser? Que croire? Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés, nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre. Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe, sans se soucier des habitants de sa surface, sans communication avec eux, c'est insensé, profondément insensé. J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine, de quelque singe des premières époques géologiques, de quelque protopithèque, de quelque mésopithèque semblable à celui que découvrit M. Lartet dans le gîte ossifère de 500. Mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les mesures données par la paléontologie.
N'importe. Un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu'il soit. Mais un homme vivant, et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre. Jamais. Cependant, nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muets d'étonnement, accablés sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement. Nous courions malgré nous. C'était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit dans certains cauchemars. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lidenbrock, et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté, sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques. Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas, j'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme rappelait ceux de Port Gräuben. C'était parfois à s'y méprendre. Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines de saillies de rocs. Je croyais revoir la couche de Surta-Brandure, notre fidèle Ansbach, et la grotte où j'étais revenu à la vie, puis, quelques pas plus loin, la disposition des contreforts, l'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher, venaient me rejeter dans le doute. Le professeur partageait mon indécision. Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme. Je le compris à quelques mots qui lui échappèrent. Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé à notre point de départ, mais certainement, en contournant le rivage, nous nous rapprocherons de Port Gräuben. Dans ce cas, répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration, et le mieux est de retourner au radeau. Mais ne te trompes-tu pas, Axel? Il est difficile de se prononcer, car tous ces rochers se ressemblent. Il me semble pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans a construit son embarcation. Nous devons être près du petit port, si même ce n'est pas ici, ajoutai-je en examinant une crique que je crus reconnaître. Mais non, Axel, nous retrouverions au moins nos propres traces, et je ne vois rien. Mais je vois, moi, m'écriai-je en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable. Qu'est-ce donc? Voilà, répondis-je, et je montrai à mon oncle un poignard que je venais de ramasser. Tiens, dit-il, tu lui avais donc emporté cette arme avec toi? Moi, aucunement, mais vous, je suppose. Non, pas que je sache. Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. Et moi encore moins, mon oncle. Voilà qui est particulier. Mais non, c'est bien simple. Les Islandais ont souvent des armes de ce genre, et Hans, à qui celle-ci appartient, l'a perdue sur cette plage. Hans, fit mon oncle en secouant la tête. Puis, il examina l'arme avec attention. Axel, me dit-il d'un ton grave, ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague, de celles que les gentilshommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce. Elle est d'origine espagnole. Elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni aux chasseurs. Oserez-vous dire... Vois, elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens. Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour, ni d'un an, ni d'un siècle. Le professeur s'animait, suivant son habitude, en se laissant emporter par son imagination. Axel, reprit-il, nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis 100, 200, 300 ans, et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine. Mais elle n'est pas venue seule, m'écriai-je. Elle n'a pas été se tordre d'elle-même, quelqu'un nous a précédés. Oui, un homme. Et cet homme? Cet homme a gravé son nom avec ce poignard. Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre. Cherchons, cherchons. Et, prodigieusement intéressés, nous voilà longeant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galeries. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait. La mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus. Entre deux avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient deux lettres mystérieuses à demi rongées, les deux initiales du hardi et fantastique voyageur. D-O-B-C. Ah, S, s'écria mon oncle. Arn Saknussemm, toujours Arn Saknussemm. Fin du chapitre 39. Enregistré par Rime. Paris, France. Chapitre 40 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public.
Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 40. Depuis le commencement du voyage, j'avais passé par bien des étonnements, je devais me croire à l'abri des surprises et blasé sur tout émerveillement. Cependant, à la vue de ces 2 lettres gravées là depuis 300 ans, je demeurais dans un ébahissement voisin de la stupidité. Non seulement la signature du savant alchimiste se lisait sur le roc, mais encore le stylet qu'il avait tracé était entre ses mains. À moins d'être d'une insigne mauvaise foi, je ne pouvais plus mettre en doute l'existence du voyageur et la réalité de son voyage. Pendant que ces réflexions tourbillonnaient dans ma tête, le professeur Lidenbrock se laissait aller à un accès un peu dithyrambique à l'endroit d'Arne Saknussemm. Merveilleux génie, s'écriait-il, tu n'as rien oublié de ce qui pouvait ouvrir à d'autres mortels les routes de l'écorce terrestre, et tes semblables peuvent retrouver les traces que tes pieds ont laissées il y a 3 siècles au fond de ces souterrains obscurs. À d'autres regards que les tiens, tu as réservé la contemplation de ces merveilles. Ton nom gravé d'étape en étape conduit droit à son but, le voyageur assez audacieux pour te suivre, et au centre même de notre planète, il se trouvera encore inscrit de ta propre main. Eh bien, moi aussi j'irai signer de mon nom cette dernière page de granit. Mais que dès maintenant, ce cap vu par toi, près de cette mer découverte par toi, soit à jamais appelé le cap Saknussemm. Voilà ce que j'entendis, ou à peu près, et je me sentis gagné par l'enthousiasme que respiraient ces paroles. Un feu intérieur se ranima dans ma poitrine. J'oubliai tout, et les dangers du voyage, et les périls du retour. Ce qu'un autre avait fait, je voulais le faire aussi, et rien de ce qui était humain ne me paraissait impossible. En avant! En avant! M'écriai-je. Je m'élançai déjà vers la sombre galerie, quand le professeur m'arrêta, et lui, l'homme des emportements, il me conseilla la patience et le sang-froid. Retournons d'abord vers Rance, dit-il, et ramenons le radeau à cette place. J'obéis à cet ordre, non sans peine, et je me glissai rapidement au milieu des roches du rivage. Savez-vous, mon oncle, dis-je en marchant, que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici. Ah, tu trouves, Axel? Sans doute. Et il n'est pas jusqu'à la tempête qui ne nous ait remis dans le droit chemin. Béni soit l'orage. Il nous a ramenés à cette côte, d'où le beau temps nous eût éloignés. Supposez un instant que nous eussions touché de notre proue la proue d'un radeau, les rivages méridionaux de la mer Lidenbrock, que serions-nous devenus? Le nord de Saknussemm n'aurait pas apparu à nos yeux, et maintenant nous serions abandonnés sur une plage sans issue. Oui, Axel, il y a quelque chose de providentiel à ce que, voguant vers le sud, nous soyons précisément revenus au nord et au cap Saknussemm. Je dois dire que c'est plus qu'étonnant, et il y a là un fait dont l'explication m'échappe absolument. Et qu'importe, il n'y a pas à expliquer les faits, mais à en profiter. Sans doute, mon garçon, mais nous allons reprendre la route du nord, passer sous les contrées septentrionales de l'Europe, la Suède, la Russie, la Sibérie, que sais-je, au lieu de nous enfoncer sous les déserts de l'Afrique ou les flots de l'océan, et je ne veux pas en savoir davantage. Oui, Axel, tu as raison, et tout est pour le mieux, puisque nous abandonnons cette mer horizontale qui ne pouvait mener à rien. Nous allons descendre, encore descendre et toujours descendre. Sais-tu bien que pour arriver au centre du globe, il n'y a plus que 1500 lieues à franchir? Bah, m'écriai-je, ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. En route, en route. Ces discours insensés duraient encore quand nous rejoignîmes le chasseur. Tout était préparé pour un départ immédiat. Pas un colis qui ne fût embarqué, nous prîmes place sur le radeau et la voile hissée, Hans se dirigea, en suivant la côte, vers le cap Saknussemm. Le vent n'était pas favorable à un genre d'embarcation qui ne pouvait tenir le plus près. Aussi, en maint endroit, il fallut avancer à l'aide de bâtons ferrés. Souvent les rochers, allongés à fleur d'eau, nous forcèrent de faire des détours assez longs. Enfin, après 3 heures de navigation, c'est-à-dire vers 6 heures du soir, on atteignait un endroit propice au débarquement. Je sautai à terre, suivi de mon oncle et de l'Islandais. Cette traversée ne m'avait pas calmé. Au contraire, je proposais même de brûler nos vaisseaux afin de nous couper toute retraite. Mais mon oncle s'y opposa, je le trouvai singulièrement tiède. Au moins, dis-je, partons sans perdre un instant.
Oui, mon garçon, mais auparavant examinons cette nouvelle galerie, afin de savoir s'il faut préparer nos échelles. Mon oncle mit son appareil du Ruhmkorff en activité, le radeau attaché au rivage fut laissé seul. D'ailleurs, l'ouverture de la galerie n'était pas à 20 pas de là, et notre petite troupe, moi en tête, s'y rendit sans retard. L'orifice, à peu près circulaire, présentait un diamètre de 5 pieds environ. Le sombre tunnel était taillé dans le roc vif et soigneusement alésé par les matières éruptives auxquelles il donnait autrefois passage. Sa partie inférieure affleurait le sol, de telle façon que l'on put y pénétrer sans aucune difficulté. Nous suivions un plan horizontal quand, au bout de 6 pas, notre marche fut interrompue par l'interposition d'un bloc énorme. Maudit roc! M'écriai-je avec colère en me voyant subitement arrêté par un obstacle infranchissable. Nous eûmes beau chercher à droite et à gauche, en bas et en haut, il n'existait aucun passage, aucune bifurcation. J'éprouvais un vif désappointement et je ne voulais pas admettre la réalité de l'obstacle. Je me baissai, je regardai au-dessous du bloc, nul interstice. Au-dessus, même barrière de granit. On se porta la lumière de la lampe sur tous les points de la paroi, mais celle-ci n'offrait aucune solution de continuité. Il fallait renoncer à tout espoir de passer. Je m'étais assis sur le sol, mon oncle arpentait le couloir à grands pas. Mais alors Saknussemm m'écriai-je. Oui, fit mon oncle, a-t-il donc été arrêté par cette porte de pierre? Non, non, repris-je avec vivacité. Ce quartier de roc, par suite d'une secousse quelconque, ou l'un de ces phénomènes magnétiques qui agitent l'écorce terrestre, a brusquement fermé ce passage. Bien des années se sont écoulées entre le retour de Saknussemm et la chute de ce bloc. N'est-il pas évident que cette galerie a été autrefois le chemin des laves et qu'alors les matières éruptives y circulaient librement? Voyez, il y a des fissures récentes qui sillonnent ce plafond de granit. Il est fait de morceaux rapportés, de pierres énormes, comme si la main de quelque géant eût travaillé à cette substruction. Mais un jour, la poussée a été plus forte, et ce bloc, semblable à une clé de voûte qui manque, a glissé jusqu'au sol en obstruant tout passage. Voilà un obstacle accidentel que Saknussemm n'a pas rencontré. Et si nous ne le renversons pas, nous sommes indignes d'arriver au centre du monde. Voilà comment je parlais. L'âme du professeur avait passé tout entière en moi. Le génie des découvertes m'inspirait. J'oubliais le passé, je dédaignais l'avenir. Rien n'existait plus pour moi à la surface de ce sphéroïde au sein duquel je m'étais engouffré. Ni les villes, ni les campagnes, ni Hambourg, ni Königstrasse, ni ma pauvre Graüben qui devait me croire à jamais perdu dans les entrailles de la terre. Eh bien, reprit mon oncle à coups de pioche, à coups de pic, faisons notre route et renversons ces murailles. C'est trop dur pour le pic, m'écriai-je. Alors la pioche. C'est trop long pour la pioche. Mais, eh bien la poudre, la mine, minons et faisons sauter l'obstacle. La poudre, oui, il ne s'agit que d'un bout de roc à briser. Hans, à l'ouvrage, s'écria mon oncle. L'Islandais retourna au radeau et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine. Ce n'était pas un mince travail, il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir 50 livres de fulmi-coton, dont la puissance expansive est 4 fois plus grande que celle de la poudre à canon. J'étais dans une prodigieuse surexcitation d'esprit. Pendant que Hans travaillait, j'aidais activement mon oncle à préparer une longue mèche faite avec de la poudre mouillée et renfermée dans un boyau de toile. Nous passerons, disais-je. Nous passerons, répétait mon oncle. À minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé. La charge de fulmi-coton se trouvait enfouie dans le fourneau et la mèche se déroulant à travers la galerie venait aboutir au dehors. Une étincelle suffisait maintenant pour mettre ce formidable engin en activité. À demain, dit le professeur. Il fallut bien me résigner et attendre encore pendant 6 grandes heures. Fin du chapitre 40. Chapitre 41 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public.
Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Mia. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 41. Le lendemain, jeudi 27 août, fut une date célèbre de ce voyage subterrestre. Elle ne me revient pas à l'esprit sans que l'épouvante ne fasse encore battre mon cœur. À partir de ce moment, notre raison, notre jugement, notre ingéniosité n'ont plus voix au chapitre et nous allons devenir le jouet des phénomènes de la Terre. À 6 heures, nous étions sur pied. Le moment approchait de nous frayer par la poudre un passage à travers l'écorce de granit. Je sollicitai l'honneur de mettre le feu à la mine. Cela fait, je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau qui n'avait point été déchargé, puis nous prendrions au large afin de parer au danger de l'explosion, dont les effets pouvaient ne pas se concentrer à l'intérieur du massif. La mèche devait brûler pendant 10 minutes, selon nos calculs, avant de porter le feu à la chambre des poudres. J'avais donc le temps nécessaire pour regagner le radeau. Je me préparais à remplir mon rôle, non sans une certaine émotion. Après un repas rapide, mon oncle et le chasseur s'embarquèrent, tandis que je restai sur le rivage. J'étais muni d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche. « Va, mon garçon, » me dit mon oncle, et reviens immédiatement nous rejoindre. « Soyez tranquille, mon oncle, je ne m'amuserai point en route. » Aussitôt, je me dirigeai vers l'orifice de la galerie, j'ouvris ma lanterne et je saisis l'extrémité de la mèche. Le professeur tenait son chronomètre à la main. « Es-tu prêt ?» me cria-t-il. « Je suis prêt. » Je plongeai rapidement dans la flamme la mèche qui pétilla à son contact et, tout en courant, je revins au rivage. « Embarque, fit mon oncle, et débordons. » Hans, d'une vigoureuse poussée, nous rejeta en mer. Le radeau s'éloigna d'une vingtaine de toises. C'était un moment palpitant. Le professeur suivait de l'œil l'aiguille du chronomètre. « Encore 5 minutes, disait-il. Encore 4, encore 3. Mon pouls battait des demi-secondes. Encore 2, 1, croulez, montagne de granit. Que se passa-t-il alors? Le bruit de la détonation, je crois que je ne l'entendis pas. Mais la forme des rochers se modifia subitement à mes regards et s'ouvrirent comme un rideau. J'aperçus un insondable abîme qui se creusait en plein rivage. La mer, prise de vertige, ne fut plus qu'une vague énorme sur le dos de laquelle le radeau s'éleva perpendiculairement. Nous fûmes renversés tous les trois. En moins d'une seconde, la lumière fit place à la plus profonde obscurité. Puis, je sentis l'appui solide manquer non à mes pieds, mais au radeau. Je crus qu'il coulait à pic. Il n'en était rien. J'aurais voulu adresser la parole à mon oncle, mais le mugissement des eaux l'eût empêché de m'entendre. Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion, je compris ce qui venait de se passer. Au-delà du roc qui venait de sauter, il existait un abîme. L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans ce sol coupé de fissures, le gouffre s'étant ouvert, et la mer, changée en torrent, nous y entraînait avec elle. Je me sentis perdu. 1 heure, 2 heures, que sais-je, se passèrent ainsi. Nous nous serrions les coudes. Nous nous tenions les mains afin de n'être pas précipités hors du radeau. Des chocs d'une extrême violence se produisaient quand il heurtait la muraille. Cependant, ces heures étaient rares, d'où je conclus que la galerie s'élargissait considérablement. C'était, à n'en pas douter, le chemin du Saknussemm, mais, au lieu de le descendre seul, nous avions par notre imprudence entraîné toute une mer avec nous.
Ces idées, on le comprend, se présentèrent à mon esprit sous une forme vague et obscure. Je les associais difficilement pendant cette course vertigineuse qui semblait à une chute. À en juger par l'air qui me fouettait le visage, elle devait surpasser celle des trains les plus rapides. Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible, et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion. Je fus donc fort surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi. La figure calme de Hans s'éclaira. L'adroit chasseur était parvenu à allumer la lanterne, et bien que sa flamme vacillât à s'éteindre, elle jeta quelques lueurs dans l'épouvantable obscurité. La galerie était large. J'avais eu raison de la juger telle. Notre insuffisante lumière ne nous permettait pas d'apercevoir ces deux murailles à la fois. La pente des eaux qui nous emportaient dépassait celle des plus insurmontables rapides de l'Amérique. Leur surface semblait faite d'un faisceau de flèches liquides décochées avec une extrême puissance. Je ne puis rendre mon impression par une comparaison plus juste. Le radeau, pris par certains remous, filait parfois en tournoyant. Lorsqu'il s'approchait des parois de la galerie, j'y projetais la lumière de la lanterne et je pouvais juger de sa vitesse à voir les saillies du roc se changer en traits continus, de telle sorte que nous étions enserrés dans un réseau de lignes mouvantes. J'estimais que notre vitesse devait atteindre 30 lieues à l'heure. Mon oncle et moi, nous regardions d'un œil hagard à côté au tronçon du mât qui, au moment de la catastrophe, s'était rompu net. Nous tournions le dos à l'air afin de ne pas être étouffés par la rapidité de mouvement que nulle puissance humaine ne pouvait enrayer. Cependant, les heures s'écoulèrent. La situation ne changeait pas, mais un incident vint la compliquer. En cherchant à mettre un peu d'ordre dans la cargaison, je vis que la plus grande partie des objets embarqués avait disparu au moment de l'explosion, lorsque la mer nous assaillit si violemment. Je voulus savoir exactement à quoi m'en tenir sur nos ressources, et la lanterne à la main, je commençai mes recherches. De nos instruments, il ne restait plus que la boussole et le chronomètre. Les échelles et les cordes se réduisaient à un bout de câble enroulé autour du tronçon de mât. Pas une pioche, pas un pic, pas un marteau, et malheur irréparable, nous n'avions pas de vivres pour un jour. Je me mis à fouiller les interstices du radeau, les moindres coins formés par les poutres et la jointure des planches. Rien! Nos provisions consistaient uniquement en un morceau de viande sèche et quelques biscuits. Je regardais d'un air stupide. Je ne voulais pas comprendre, et cependant, de quel danger me préoccupais-je? Quand les vivres eussent été suffisants pour des mois, pour des années, comment sortir des abîmes où nous entraînaient ces d'irrésistibles torrents? À quoi bon craindre les tortures de la faim, quand la mort s'offrait déjà sous tant d'autres formes? Mourir d'inanition, est-ce que nous n'en aurions le temps? Pourtant, par une inexplicable bizarrerie de l'imagination, j'oubliai le péril immédiat pour les menaces de l'avenir, qui m'apparurent dans toute leur horreur. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous échapper aux fureurs du torrent et revenir à la surface du globe. Comment? Je l'ignore. Où? Qu'importe. Une chance sur 1000 est toujours une chance, tandis que la mort par la faim ne nous laissait d'espoir dans aucune proportion, si petite qu'elle fût. La pensée me vint de tout dire à mon oncle, de lui montrer à quel dénuement nous étions réduits, et de faire l'exact calcul du temps qui nous restait à vivre. Mais j'eus le courage de me taire. Je voulais lui laisser tout son sang-froid. En ce moment, la lumière de la lanterne baissa peu à peu et s'éteignit entièrement. La mèche avait brûlé jusqu'au bout. L'obscurité redevint absolue. Il ne fallait plus songer à dissiper ces impénétrables ténèbres. Il restait encore une torche, mais elle n'aurait pu se maintenir allumée. Alors, comme un enfant,
Je fermai les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Après un laps de temps assez long, la vitesse de notre course redoubla. Je m'en aperçus à la réverbération de l'air sur mon visage. La pente des eaux devenait excessive. Je crois véritablement que nous ne glissons plus. Nous tombions. J'avais en moi l'impression d'une chute presque verticale. La main de mon oncle et celle de Hans, cramponnées à mes bras, me retenaient avec vigueur. Tout à coup, après un temps inappréciable, je ressentis comme un choc. Le radeau n'avait pas heurté un corps dur, mais il s'était subitement arrêté dans sa chute. Une trombe d'eau, une immense colonne liquide s'abattit à sa surface. Je fus suffoqué, je me noyais. Cependant, cette inondation soudaine ne dura pas. En quelques secondes, je me trouvai à l'air libre que j'aspirais à plein poumon. Mon oncle et Hans me serraient le bras à le briser, et le radeau nous portait encore tous les trois. Fin du chapitre 41. Chapitre 42 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 42. Je suppose qu'il devait être alors 10 heures du soir. Le premier de mes sens qui fonctionna après ce dernier assaut fut le sens de l'ouïe. J'entendis presque aussitôt, car ce fut acte d'audition véritable, j'entendis le silence se faire dans la galerie et succéder à ces mugissements qui, depuis de longues heures, remplissaient mes oreilles. Enfin ces paroles de mon oncle m'arrivèrent comme un murmure. « Nous montons !»« Que voulez-vous dire ?» m'écriai-je. « Oui, nous montons, nous montons !» J'étendis le bras, je touchai la muraille, ma main fut mise en sang. Nous remontions avec une extrême rapidité. « La torche, la torche !» s'écria le professeur. Hans, non sans difficulté, parvint à l'allumer et, bien que la flamme se rabattît de haut en bas, par suite du mouvement ascensionnel, elle jeta assez de clarté pour éclairer toute la scène. « C'est bien ce que je pensais, » dit mon oncle. « Nous sommes dans un puits étroit qui n'a pas 4 toises de diamètre. L'eau, arrivée au fond du gouffre, reprend son niveau et nous monte avec elle. Où ? Je l'ignore, mais il faut se tenir prêt à tout événement. Nous montons avec une vitesse que j'évalue à 2 toises par seconde, soit 120 toises par minute, ou plus de 3 lieues et demie à l'heure. De ce train-là, on fait du chemin. Oui, si rien ne nous arrête, si ce puits a une issue, mais s'il est bouché, si l'air se comprime peu à peu sous la pression de la colonne d'eau, si nous allons être écrasés. Axel, répondit le professeur avec un grand calme, la situation est presque désespérée, mais il y a quelques chances de salut, et ce sont celles-là que j'examine. Si à chaque instant nous pouvons périr, à chaque instant aussi nous pouvons être sauvés. Soyons donc en mesure de profiter des moindres circonstances. Mais que faire ? Réparer nos forces en mangeant. À ces mots, je regardai mon oncle d'un œil hagard. Ce que je n'avais pas voulu avouer, il fallait enfin le dire. Manger ? Répétai-je. Oui, sans retard. Le professeur ajouta quelques mots en danois. Hans secoua la tête. Quoi ? s'écria mon oncle. Nos provisions sont perdues ? Oui, voilà ce qui reste de vivre. Un morceau de viande sèche pour nous 3. Mon oncle me regardait sans vouloir comprendre mes paroles. Eh bien, dis-je, croyez-vous encore que nous puissions être sauvés ? Ma demande n'obtint aucune réponse. 1 heure se passa. Je commençais à éprouver une faim violente. Mes compagnons souffraient aussi, et pas un de nous n'osait toucher à ce misérable reste d'aliments. Cependant nous montions toujours avec rapidité. Parfois, l'air nous coupait la respiration comme aux aéronautes dont l'ascension est trop rapide. Mais si ceux-ci éprouvent un froid proportionnel à mesure qu'ils s'élèvent dans les couches atmosphériques, nous subissions un effet absolument contraire. La chaleur s'accroissait d'une inquiétante façon,
et devait certainement atteindre 40 degrés. Que signifiait un pareil changement? Jusqu'alors les faits avaient donné raison aux théories de Davy et de Lidenbrock. Jusqu'alors des conditions particulières de roches réfractaires, d'électricité, de magnétisme avaient modifié les lois générales de la nature en nous faisant une température modérée, car la théorie du feu central restait, à mes yeux, la seule vraie, la seule explicable. Allions-nous donc revenir à un milieu où ces phénomènes s'accomplissaient dans toute leur rigueur et dans lequel la chaleur réduisait les roches à un complet état de fusion? Je le craignais, et je dis au professeur, si nous ne sommes pas noyés ou brisés, si nous ne mourons pas de faim, il nous reste toujours la chance d'être brûlés vifs. Il se contenta de hausser les épaules et retomba dans ses réflexions. 1 heure s'écoula, et, sauf un léger accroissement dans la température, aucun incident ne modifia la situation. Enfin mon oncle rompit le silence. Voyons, dit-il, il faut prendre un parti. Prendre un parti? Répliquai-je. Oui, il faut réparer nos forces, si nous essayons, en ménageant ce reste de nourriture, de prolonger notre existence de quelques heures, nous serons faibles jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin, qui ne se fera pas attendre. Eh bien, qu'une chance de salut se présente, qu'un moment d'action soit nécessaire, où trouverons-nous la force d'agir si nous nous laissons affaiblir par l'inanition? Et mon oncle, ce morceau de viande dévoré, que nous restera-t-il? Rien, Axel, rien. Mais te nourrira-t-il davantage à le manger de tes yeux? Tu fais là les raisonnements d'homme sans volonté, d'un être sans énergie. Ne désespérez-vous donc pas? M'écriai-je avec irritation. Non, répliqua fermement le professeur. Quoi? Vous croyez encore à quelque chance de salut? Oui, certes oui. Et tant que son cœur bat, tant que sa chair palpite, je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir. Quelles paroles! L'homme qui les prononçait en de pareilles circonstances était certainement d'une trempe peu commune. Enfin, dis-je, que prétendez-vous faire? Manger ce qui reste de nourriture jusqu'à la dernière miette et réparer nos forces perdues. Ce repas sera notre dernier, soit, mais au moins, au lieu d'être épuisés, nous serons redevenus des hommes. Eh bien, dévorons, m'écriai-je. Mon oncle prit le morceau de viande et les quelques biscuits échappés au naufrage. Il fit 3 portions égales et les distribua. Cela faisait environ 1 livre d'aliments pour chacun. Le professeur mangea avidement, avec une sorte d'emportement fébrile. Moi, sans plaisir, malgré ma faim, et presque avec dégoût. Hans, tranquillement, modérément, mâchant sans bruit de petites bouchées et les savourant avec le calme d'un homme que les soucis de l'avenir ne pouvaient inquiéter. Il avait, en furetant bien, retrouvé une gourde à demi pleine de genièvre. Il nous l'offrit, et cette bienfaisante liqueur eut la force de me ranimer un peu. Vortrefflich, dit Hans en buvant à son tour. Excellent, riposta mon oncle. J'avais repris quelque espoir, mais notre dernier repas venait d'être achevé. Il était alors 5 heures du matin. L'homme est ainsi fait que sa santé est un effet purement négatif. Une fois le besoin de manger satisfait, on se figure difficilement les horreurs de la faim. Il faut les éprouver pour les comprendre. Aussi, au sortir d'un long jeûne, quelques bouchées de biscuits et de viande triomphèrent de nos douleurs passées. Cependant, après ce repas, chacun se laissa aller à ses réflexions. À quoi songeait Hans, cet homme de l'extrême Occident, que dominait la résignation fataliste des Orientaux? Pour mon compte, mes pensées n'étaient faites que de souvenirs, et ceux-ci me ramenaient à la surface de ce globe que je n'aurais jamais dû quitter. La maison de Königstrasse, ma pauvre Graüben, la bonne Marthe, passèrent comme des visions devant mes yeux, et, dans les grondements lugubres qui couraient à travers le massif, je croyais surprendre le bruit des cités de la terre. Pour mon oncle, toujours à son affaire, la torche à la main, il examinait avec attention la nature des terrains. Il cherchait à reconnaître sa situation par l'observation des couches superposées. Ce calcul, ou mieux cette estime, ne pouvait être que fort approximative, mais un savant est toujours un savant,
quand il parvient à conserver son sang-froid, et certes, le professeur Lidenbrock possédait cette qualité à un degré peu ordinaire. Je l'entendais murmurer des mots de la science géologique. Je les comprenais, et je m'intéressais malgré moi à cette étude suprême. Granit éruptif, disait-il. Nous sommes encore à l'époque primitive. Mais nous montons, nous montons. Qui sait? Qui sait? Il espérait toujours. De sa main, il tâtait la paroi verticale et, quelques instants plus tard, il reprenait ainsi. Voilà les gneiss, voilà les micaschistes. Bon, à bientôt les terrains de l'époque de transition. Et alors? Que voulait dire le professeur? Pouvait-il mesurer l'épaisseur de l'écorce terrestre suspendue sur notre tête? Possédait-il un moyen quelconque de faire ce calcul? Non, le manomètre lui manquait, et nulle estime ne pouvait le suppléer. Cependant la température s'accroissait dans une forte proportion, et je me sentais baigné au milieu d'une atmosphère brûlante. Je ne pouvais la comparer qu'à la chaleur renvoyée par les fourneaux d'une fonderie à l'heure des coulées. Peu à peu, Hans, mon oncle et moi, nous avions dû quitter nos vestes et nos gilets. Le moindre vêtement devenait une cause de malaise, pour ne pas dire de souffrance. Montons-nous donc vers un foyer incandescent? M'écriai-je à un moment où la chaleur redoublait. Non, répondit mon oncle, c'est impossible, c'est impossible. Cependant, dis-je en tâtant la paroi, cette muraille est brûlante. Au moment où je prononçais ces paroles, ma main ayant effleuré l'eau, je dus la retirer au plus vite. L'eau est brûlante, m'écriai-je. Le professeur, cette fois, ne répondit que par un geste de colère. Alors une invincible épouvante s'empara de mon cerveau et ne le quitta plus. J'avais le sentiment d'une catastrophe prochaine et telle que la plus audacieuse imagination n'aurait pu la concevoir. Une idée, d'abord vague, incertaine, se changeait en certitude dans mon esprit. Je la repoussai, mais elle revint avec obstination. Je n'osais la formuler. Cependant quelques observations involontaires déterminèrent ma conviction. À la lueur douteuse de la torche, je remarquai des mouvements désordonnés dans les couches granitiques. Un phénomène allait évidemment se produire, dans lequel l'électricité jouait un rôle. Puis cette chaleur excessive, cette eau bouillonnante. Je résolus d'observer la boussole. Elle était affolée. Fin du chapitre 42. Chapitre 43 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement à LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre, par Jules Verne. Chapitre 43. Oui, affolé. L'aiguille sautait d'un pôle à l'autre avec de brusques secousses, parcourait tous les points du cadran et tournait comme s'il eût été prise de vertige. Je savais bien que, d'après les théories les plus acceptées, l'écorce minérale du globe n'est jamais dans un état de repos absolu. Les modifications amenées par la décomposition des matières internes, l'agitation provenant des grands courants liquides, l'action du magnétisme, tendent à l'ébranler incessamment, alors même que les êtres disséminés à sa surface ne soupçonnent pas son agitation. Ce phénomène ne m'aurait donc pas autrement effrayé, ou du moins il n'eût pas fait naître dans mon esprit une idée terrible. Mais d'autres faits, certains détails sui generis, ne purent me tromper plus longtemps. Les détonations se multipliaient avec une effrayante intensité. Je ne pouvais les comparer qu'au bruit que ferait un grand nombre de chariots entraînés rapidement sur le pavé. C'était un tonnerre continu. Puis la boussole affolée, secouée par les phénomènes électriques, me confirmait dans mon opinion. L'écorce minérale menaçait de se rompre, les massifs granitiques de se rejoindre, la fissure de se combler, le vide de se remplir, et nous, pauvres atomes, nous allions être écrasés dans cette formidable étreinte. « Mon oncle !» m'écriai-je, « nous sommes perdus !» « Quelle est cette nouvelle terreur ?» me répondit-il avec un calme surprenant. « Qu'as-tu donc ?»« Ce que j'ai ! Observez ces murailles qui s'agitent, ce massif qui se disloque, cette chaleur torride,
Cette eau qui bouillonne, ces vapeurs qui s'épaississent, cette aiguille folle, tous les indices d'un tremblement de terre. » Mon oncle secoua doucement la tête. « Un tremblement de terre, fit-il. « Oui. »« Mon garçon, je crois que tu te trompes. »« Quoi? Vous ne reconnaissez pas ces symptômes? »« Le tremblement de terre? Non, j'attends mieux que cela. »« Que voulez-vous dire? »« Une éruption, Axel. »« Une éruption, dis-je? Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité. »« Je le pense, » dit le professeur en souriant, « et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. » De plus heureux. Mon oncle était-il devenu fou? Que signifiaient ces paroles? Pourquoi ce calme et ce sourire? Comment? M'écriai-je. Nous sommes pris dans une éruption. La fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes, de roches en feu, des eaux bouillonnantes, de toutes les matières éruptives. Nous allons être repoussés, expulsés, rejetés, vomis, lancés dans les airs avec les quartiers de roc, des puits de cendres et de scories, dans un tourbillon de flammes. Et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux? Oui, répondit le professeur en me regardant par-dessus ses lunettes, car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la terre. Je passe rapidement sur les 1000 idées qui se croisèrent dans mon cerveau. Mon oncle avait raison, absolument raison, et jamais il ne me parut ni plus audacieux, ni plus convaincu qu'en ce moment, où il attendait et supputait avec le calme les chances d'une éruption. Cependant, nous montions toujours. La nuit se passa donc dans un mouvement ascensionnel. Les fracas environnants redoublaient. J'étais presque suffoqué. Je croyais toucher à ma dernière heure. Et, pourtant, l'imagination est si bizarre que je me livrais à une recherche véritablement enfantine. Mais je subissais mes pensées. Je ne les dominais pas. Il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive. Sous le radeau, il y avait des eaux bouillonnantes. Et sous ces eaux, toute une pâte de lave, un agrégat de roches qui, au sommet du cratère, se disperserait en tous les sens. Nous étions donc dans la cheminée d'un volcan. Pas de doute à cet égard. Mais cette fois, au lieu du Sneffels, ce volcan éteint, il s'agissait d'un volcan en pleine activité. Je me demandais donc quelle pourrait être cette montagne et dans quelle partie du monde nous allions être expulsés. Dans les régions septentrionales, cela ne faisait aucun doute. Avant ces affolements, la boussole n'avait jamais varié à cet égard. Depuis le cap Saknussemm, nous avions été entraînés directement au nord pendant des centaines de lieues. Or, étions-nous revenus sous l'Islande? Devions-nous être rejetés par le cratère de l'Hécla ou par ceux des 7 autres monts ignivomes de l'île? Dans un rayon de 500 lieues, à l'ouest, je ne voyais sous ce parallèle que les volcans mal connus de la côte nord-ouest de l'Amérique. Dans l'est, un seul existait sous le 80e degré de latitude, l'Esk. Dans l'île de Jan Mayen, non loin du Spitzberg, certes, les cratères ne manquaient pas, et il se trouvait assez spacieux pour vomir une armée tout entière. Mais lequel nous servirait d'issue, c'est ce que je cherchais à deviner. Vers le matin, le mouvement d'ascension s'accéléra. Si la chaleur s'accrut, au lieu de diminuer aux approches de la surface du globe, c'est qu'elle était toute locale et due à une influence volcanique. Notre genre de locomotion ne pouvait plus ne laisser aucun doute dans l'esprit. Une force énorme, une force de plusieurs centaines d'atmosphères produite par les vapeurs accumulées dans le sein de la Terre, nous poussait irrésistiblement. Mais à quel danger innombrable elle nous exposait! Bientôt des reflets fauves pénétraient dans la galerie verticale qui s'élargissait. J'apercevais à droite et à gauche des couloirs profonds, semblables à d'immenses tunnels, d'où s'échappaient des vapeurs épaisses. Des langues de flammes et en léchaient les parois en pétillant. « Voyez, voyez, mon oncle, m'écriai-je. Eh bien, ce sont des flammes sulfureuses, rien de plus naturel dans une éruption. Mais si elles nous enveloppent, elles ne nous envelopperont pas. Mais si nous étouffons, nous n'étoufferons pas. La galerie s'élargit et, s'il le faut, nous abandonnerons le radeau pour nous abriter dans quelques crevasses. Et l'eau montante. Il n'y a plus d'eau, Axel, mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice du cratère. La colonne liquide avait effectivement disparu
pour faire place à des matières éruptives assédantes, quoique bouillonnantes. La température devenait insoutenable et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eût marqué plus de 70 degrés. La sueur m'inondait. Sans la rapidité de l'ascension, nous aurions été certainement étouffés. Cependant, le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau, et il fit bien. Ces quelques poutres mal jointes offraient une surface solide, un point d'appui qui nous eût manqué partout ailleurs. Vers 8 heures du matin, un nouvel incident se produisit pour la première fois. Le mouvement ascensionnel cessa tout à coup. Le radeau demeura absolument immobile. Qu'est-ce donc, demandai-je, ébranlé par cet arrêt subit comme par un choc. Une halte, répondit mon oncle. Est-ce l'éruption qui se calme? J'espère bien que non. Je me levai. J'essayai de voir autour de moi. Peut-être le radeau, arrêté par une saillie de roc, opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive. Dans ce cas, il fallait se hâter de le dégager au plus vite. Il n'en était rien. La colonne de cendres, de scories, de débris pierreux avait elle-même cessé de monter. Est-ce que l'éruption s'arrêterait? M'écriai-je. Ah, fit mon oncle, les dents serrées, tu le crains, mon garçon. Mais rassure-toi, ce moment de calme ne saurait se prolonger. Voilà déjà 5 minutes qu'il dure, et avant peu, nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère. Le professeur, en parlant ainsi, ne cessait de consulter son chronomètre. Il devait avoir encore raison dans ses pronostics. Bientôt, le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura 2 minutes à peu près, et il s'arrêta de nouveau. Bon, fit mon oncle en observant l'heure, dans 10 minutes, il se remettra en route. 10 minutes? Oui, nous avons affaire à un volcan dont l'éruption est intermittente. Il nous laisse respirer avec lui. Rien n'était plus vrai. À la minute assignée, nous fûmes lancés de nouveau avec une extrême rapidité. Il fallait se cramponner aux poutres pour ne pas être rejeté hors du radeau. Puis la poussée s'arrêta. Depuis, j'ai réfléchi à ce singulier phénomène sans en trouver une explication satisfaisante. Toutefois, il me paraît évident que nous n'occupions pas la cheminée principale du volcan, mais bien un conduit accessoire, où se faisait sentir un effet de contre-coup. Combien de fois se reproduisit cette manœuvre, je ne saurais le dire. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'à chaque reprise du mouvement, nous étions lancés avec une force croissante et comme emportés par un véritable projectile. Pendant les instants de halte, on étouffait. Pendant les moments de projection, l'air brûlant me coupait la respiration. Je pensai un instant à cette volupté de me retrouver subitement dans les régions hyperboréennes par un froid de 30 degrés au-dessous de zéro. Mon imagination surexcitée se promenait sur les plages de neige des contrées arctiques, et j'aspirais au moment où je me roulerais sur les tapis glacés du pôle. Peu à peu, d'ailleurs, ma tête, brisée par ces secousses réitérées, se perdit. Sans les bras de Hans, plus d'une fois je me serais brisé le crâne contre la paroi de granit. Je n'ai donc conservé aucun souvenir précis de ce qui se passa dans les heures suivantes. J'ai le sentiment confus de détonation continue, de l'agitation du massif, de mouvements giratoires dont fut pris le radeau. Il ondula sur les flots de lave, au milieu d'une pluie de cendres. Les flammes ronflantes l'enveloppèrent. Un ouragan qu'on eût dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains. Une dernière fois, la figure de Hans m'apparut dans un reflet d'incendie, et je n'eus plus d'autre sentiment que cette épouvante sinistre des condamnés attachés à la bouche d'un canon au moment où le coup part et disperse leurs membres dans les airs. Fin du chapitre 43. Chapitre 44 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 44. Quand je rouvris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé plutôt par une courbature générale. Je me vis couché sur le versant d'une montagne,
à 2 pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eût précipité. Hans m'avait sauvé de la mort pendant que je roulais sur les flancs du cratère. « Où sommes-nous » demanda mon oncle, qui me parut fort irrité d'être revenu sur terre. Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance. « En Islande, dis-je. »« Nige, » répondit Hans. « Comment non » s'écria le professeur. « Hans se trompe, dis-je en me soulevant. Après les surprises innombrables de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée. Je m'attendais à voir un cône couvert de neige éternelle au milieu des arides déserts des régions septentrionales, sous les pâles rayons d'un ciel polaire, au-delà des latitudes les plus élevées, et, contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle, l'Islandais et moi, nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait de ses feux. Je ne voulais pas en croire mes regards, mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute. Nous étions sortis à demi nus du cratère, et l'astre radieux, auquel nous n'avons rien demandé depuis 2 mois, se montrait à notre égard prodigue de lumière et de chaleur, et nous versait à flots une splendide irradiation. Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude, je les employai à rectifier les erreurs de mon imagination. Pour le moins, je voulais être au Spitzberg, et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément. Le professeur avait le premier pris la parole et dit « En effet, voilà qui ne ressemble pas à l'Islande. »« Mais l'île de Jean Mayen ?» répondis-je. « Pas davantage, mon garçon. Ceci n'est point un volcan du Nord, avec ses collines de granit et sa calotte de neige. Cependant... Regarde, Axel, regarde !» Au-dessus de notre tête, à 500 pieds au plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait, de quart d'heure en quart d'heure, avec une très forte détonation, une haute colonne de flammes mêlée de pierres ponces, de cendres et de lave. Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines et rejetait de temps à autre le feu et l'air par ses énormes évents. Au-dessous, et par une pente assez roide, les nappes de matière éruptive s'étendaient à une profondeur de 7 à 800 pieds, une hauteur de 100 toises, parmi lesquelles je distinguai des oliviers, des figuiers et des vignes chargées de grappes vermeilles. Ce n'était point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir. Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte, il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac, qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieues à peine. Au levant se voyait un petit port précédé de quelques maisons, et dans lesquelles des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots bleus. Au-delà, des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide, et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière. Vers le couchant, des côtes éloignées s'arrondissaient sur l'horizon les unes des autres, et se profilaient des montagnes bleues d'une harmonieuse conformation. Sur les autres, les plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé au sommet duquel s'agitait un panache de fumée. Dans le nord, une immense étendue d'or étincelait sous les rayons solaires, laissait poindre çà et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent. L'imprévu d'un pareil spectacle en centuplait encore les merveilleuses beautés. « Où sommes-nous? Où sommes-nous? » répétai-je à mi-voix. Hans fermait les yeux avec indifférence, et mon oncle regardait sans comprendre. « Quelle que soit cette montagne, dit-il enfin, il y fait un peu chaud. Les explosions ne discontinuent pas, et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête. Descendons, et nous saurons à quoi nous en tenir. D'ailleurs, je meurs de faim et de soif. » Décidément, le professeur n'était point un esprit contemplatif. Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues, je serais resté à cette place pendant de longues heures encore. Mais il fallut suivre mes compagnons. Le talus du volcan offrait des pentes très raides. Nous glissions dans de véritables fondrières de cendres, évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu. Tout en descendant, je causais avec volubilité, car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en paroles. « Nous sommes en Asie, m'écriai-je, sur les côtes de l'Inde,
dans les îles Malaises, en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe. Mais la boussole, répondit mon oncle. Oui, la boussole, dis-je d'un air embarrassé. À l'en croire, nous avons toujours marché au nord. A-t-elle donc menti? Oh, menti. À moins que ceci ne soit le pôle Nord. Le pôle? Non, mais... Il y avait là un fait inexplicable. Je ne savais qu'imaginer. Cependant, nous nous rapprochions de cette verdure qui faisait plaisir à voir. La faim me tourmentait et la soif aussi. Heureusement, après 2 heures de marche, une jolie campagne s'offrit à nos regards, entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. D'ailleurs, dans notre dénuement, nous n'étions point de gens à y regarder de si près. Quelle jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleine grappe dans ces vignes vermeilles. Non loin, dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, je découvris une source d'eau fraîche, où notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement. Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparut entre 2 touffes d'oliviers. « Ah! m'écriai-je, un habitant de cette heureuse contrée. » C'était une espèce de petit pauvre, très misérablement vêtu, assez souffreteux, et que notre aspect parut effrayer beaucoup. En effet, demi-nus avec nos barbes incultes, nous avions une fort mauvaise mine, et à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer ses habitants. Au moment où le gamin allait prendre la fuite, Hans courut après lui et le ramena, malgré ses cris et ses coups de pied. Mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit en bon allemand: « Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami? » L'enfant ne répondit pas. « Bon, fit mon oncle, nous ne sommes point en Allemagne. » Il redit la même demande en anglais. L'enfant ne répondit pas davantage. J'étais très intrigué. « Est-il donc muet? » s'écria le professeur qui, très fier de son polyglottisme, recommença la même demande en français. Même silence de l'enfant. « Alors, essayons de l'italien, reprit mon oncle. Il dit en cette langue: Dove nos siamo? Oui, où sommes-nous? Répétai-je avec impatience. L'enfant de ne point répondre. Ah ça, parleras-tu? S'écria mon oncle, que la colère commençait à gagner et qui secoua l'enfant par les oreilles. Come si noma questa isola? Stromboli, répondit le petit pâtre, qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers. Nous ne pensions guère à lui. Le Stromboli. Quel effet produisit sur mon imagination ce nom inattendu? Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologique mémoire, dans l'ancienne Strongyle, où Éole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes. Et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabre. Et ce volcan dressé à l'horizon du sud, l'Etna, le farouche Etna lui-même. Stromboli, le Stromboli, répétai-je. Mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles. Nous avions l'air de chanter en chœur. Ah, quel voyage! Quel merveilleux voyage! Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre, et cet autre était situé à plus de 1200 lieues du Snæfell, de cet aride pays de l'Islande, jeté aux confins du monde. Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie, et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des ondes glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile. Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli. Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous parut pas prudent. L'esprit superstitieux des Italiens n'eût pas manqué de voir en nous des démons vomis au sein des enfers. Il fallut donc se résigner à passer pour des humbles naufragés. C'était moins glorieux, mais plus sûr. Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer: « Mais la boussole qui marquait le nord, comment expliquer ce fait? »
Ma foi, dis-je avec un grand air de dédain, il ne faut pas l'expliquer, c'est plus facile. Par exemple, un professeur au Johannaeum qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique, ce serait une honte. En parlant ainsi, mon oncle, demi-nu, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevint le terrible professeur de minéralogie. Une heure après avoir quitté le bois d'Olivier, nous arrivions au port de San Vincenzo, où Hans réclamait le prix de sa 13e semaine de service, qui lui fut compté de chaleureuses poignées de main. En cet instant, s'il ne partageait pas notre émotion bien naturelle, il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire. Du bout de ses doigts, il pressa légèrement nos deux mains et se mit à sourire. Fin du chapitre 44. Chapitre 45 de Voyage au centre de la Terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Filippo Joachim. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 45. Voici la conclusion d'un récit auquel refuseront d'ajouter foi les gens les plus habitués à ne s'étonner de rien. Mais je suis cuirassé d'avance contre l'incrédulité humaine. Nous fûmes reçus par les pêcheurs stromboliotes avec les égards dus à des naufragés. Ils nous donnèrent des vêtements et des vivres. Après 48 heures d'attente, le 31 août, un petit spéronard nous conduisit à Messine, où quelques jours de repos nous remirent de toutes nos fatigues. Le vendredi 4 septembre, nous nous embarquions à bord du Vulture, l'un des paquebots-postes des messageries impériales de France, et 3 jours plus tard, nous prenions terre à Marseille, n'ayant plus qu'une seule préoccupation dans l'esprit, celle de notre maudite boussole. Ce fait inexplicable ne laissait pas de me tracasser très sérieusement. Le 9 septembre au soir, nous arrivions à Hambourg. Quelle fut la stupéfaction de Marthe, quelle fut la joie de Graüben, je renonce à la décrire. Maintenant que tu es un héros, me dit ma chère fiancée, tu n'auras plus besoin de me quitter, Axel. Je la regardai, elle pleurait en souriant. Je laisse à penser si le retour du professeur Lidenbrock fit sensation à Hambourg. Grâce aux indiscrétions de Marthe, la nouvelle de son départ pour le centre de la Terre s'était répandue dans le monde entier. On ne voulut pas y croire et, en le revoyant, on n'y crut pas davantage. Cependant, la présence de Hans et diverses informations venues d'Islande modifièrent peu à peu l'opinion publique. Alors mon oncle devint un grand homme, et moi, le neveu d'un grand homme, ce qui est déjà quelque chose. Hambourg donna une fête en notre honneur. Une séance publique eut lieu au Johanneum, où le professeur fit le récit de son expédition et n'omit que le fait relatif à la boussole. Le jour même, il déposa aux archives de la ville le document de Saknussemm, et il exprima son vif regret de ce que les circonstances, plus fortes que sa volonté, ne lui eussent pas permis de suivre jusqu'au centre de la terre les traces de voyageurs islandais. Il fut modeste dans sa gloire, et sa réputation s'en accrut. Tant d'honneur devait nécessairement lui susciter des envieux. Il en eut et, comme ses théories, appuyées sur des faits certains, contredisait le système de la science sur la question du feu central. Il sutit par la plume et par la parole de remarquables discussions avec les savants de tout pays. Pour mon compte, je ne pus admettre sa théorie du refroidissement,
et dépit de ce que j'ai vu, je crois et je croirai toujours à la chaleur centrale. Mais j'avoue que certaines circonstances encore mal définies peuvent modifier cette loi sans l'action de phénomènes naturels. Au moment où ces questions étaient palpitantes, mon oncle éprouva un vrai chagrin. Hans, malgré ses instances, avait quitté Hambourg. L'homme auquel nous devions tout ne voulut pas nous laisser lui payer notre dette. Il fut pris de la nostalgie de l'Islande. Farewell, dit-il un jour, et sur ces simples mots d'adieu, il partit pour Reykjavik, où il arriva heureusement. Nous étions singulièrement attachés à notre brave chasseur Dédé. Son absence ne le fera jamais oublier de ceux auxquels il a sauvé la vie, et certainement je ne mourrai pas sans l'avoir revu une dernière fois. Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues. Les journaux les plus accrédités s'en arrachèrent les principaux épisodes. Ils furent commentés, discutés, attaqués, soutenus avec une égale conviction dans les camps des croyants et des incrédules. Chose rare, mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise, et il n'a eu pas jusqu'à Monsieur Barnum qui ne lui proposa de l'exhiber à un très haut prix dans les États de l'Union. Mais en ennui, disons même en tourment, se glissait au milieu de cette gloire. Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole. Or, pour un savant pareil, phénomène inexpliqué devient un supplice de l'intelligence. Eh bien, le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux. Un jour, en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet, j'aperçus cette fameuse boussole, et je me mis à l'observer. Depuis 6 mois, elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait. Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction! Je poussai un cri. Le professeur accourut. « Qu'est-ce donc ?» demanda-t-il. « Cette boussole. » « Eh bien, mais son aiguille indique le sud et non le nord. »« Que dis-tu ? » ?»« Voyez, ses pôles sont changés. »« Changés ?» Mon oncle regarda, compara, et fit trembler la maison par un bond superbe. Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et le mien. Ainsi donc, s'écria-t-il, dès qu'il retrouva la parole, après notre arrivée au cap Saknussemm, l'aiguille de cette donnée boussole marquait sud au lieu du nord. Évidemment, notre erreur s'explique alors. Mais quel phénomène a pu produire ce renversement de pôle? Rien de plus simple. Explique-toi, mon garçon. Pendant l'orage sur la mer Lidenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole. Ah! S'écria le professeur en éclatant de rire. C'était donc un tour de l'électricité? À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des savants, et moi le plus heureux des hommes, car ma jolie Virlandaise, abdiquant sa position de pupille, prit rang dans la maison de Königstrasse, en la double qualité de nièce et d'épouse. Inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lidenbrock, membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques de 5 parties du monde. Fin du chapitre 45, enregistré par Filippo Joachim.
et fin de la voyage au centre de la Terre par Jules Verne.